La prochaine conférence s'intitule « Réduction du stress et des douleurs neuropathiques reliées au cancer grâce au mindfulness pour les patients en soins palliatifs ». J'ai le plaisir de vous présenter Dr. Patricia Poulin. Graduée de l'Université de Toronto, elle est psychologue à l'Hôpital d'Ottawa et chercheuse associée à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa. Elle est aussi une des principales chercheuses du réseau de douleurs chroniques, stratégie de recherche axée sur le patient. Ses recherches visent au développement et à l'évaluation d'interventions novatrices pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une douleur chronique, incluant les survivants du cancer. Elle a un intérêt particulier pour l'application de la méditation pleine conscience et a récemment terminé une étude randomisée, félicitations, afin d'évaluer cette approche auprès de survivants du cancer du sein vivant avec une douleur neuropathique chronique. Sa présentation porte sur les résultats de cette étude. Merci d'être ici, Patricia. Merci. Je vais tester le lag. C'est bon, OK. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui puis d'avoir l'opportunité de discuter avec vous puis de présenter certaines données de nos études puis de l'implication dans les soins palliatifs. Donc, je vais commencer. J'ai aucun conflit à déclarer. Les sources de financement pour le travail dont je vais vous parler aujourd'hui viennent de la Fondation canadienne du cancer du sein, des Instituts de recherche en santé du Canada et de l'Association canadienne du cancer. Je travaille, moi, à la clinique de la douleur de l'hôpital d'Ottawa avec des anesthésiologistes en majorité qui ont toutes sortes de techniques pour aider à réduire la douleur chez les patients qui sont atteints du cancer à différentes phases et aussi pour les patients qui ont des maladies chroniques. Et moi, j'arrive avec... mon outil, c'est la boîte de Kleenex. J'en ai pas d'autres. J'en ai plusieurs autres, mais au niveau tangible, c'est ça, et la voie et les directions qu'on peut donner aux patients. Je dois dire que le travail dont je vais vous parler aujourd'hui ne serait pas possible sans cette équipe de recherche-là, des infirmières, coordinatrices de recherche, gestionnaires, les étudiants, puis bien sûr, les participants qui ont participé à nos études. On leur en demande beaucoup, ils nous en donnent beaucoup. On espère qu'ils vont en bénéficier, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, un grand merci à toutes ces personnes-là. Donc, le plan aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la douleur neuropathique chronique en oncologie, le problème. C'est le rôle de la pleine conscience qui est peut-être une solution intéressante à explorer, malgré que maintenant que j'ai entendu la présentation de Marc, j'ai tellement plein d'espoir qu'on va être capable d'offrir quelque chose de plus. Je vais vous parler aussi des études, de l'étude qu'on vient de terminer. Je vais vous donner des résultats préliminaires. Puis ensuite de ça, je vais approfondir un peu dans la discussion sur c'est quoi l'implication pour les soins palliatifs. Parce qu'il y en a pas, il y a beaucoup d'applications, mais il n'y a pas beaucoup d'études au niveau de l'application de la pleine conscience dans les stages avancés, les stades avancés de cancer. Donc, la douleur neuropathique chronique causée par une lésion ou une dysfonction au niveau du système nerveux. Souvent, les symptômes que les patients mentionnent, c'est des brûlures, des sensations de choc électrique, de l'engourdissement, des picotements. Des fois, c'est plus intense, la sensation d'être poignardé, ou ils peuvent rapporter aussi une allodynie, ou est-ce que juste même un effleurement d'un drap, des vêtements, ou même le vent provoque une douleur intense, extrême, pratiquement intolérable. Un des patients avec qui j'ai travaillé, lui, lorsque la douleur était tellement intense dans sa main que la façon dont il la gérait des fois, c'était de donner un coup de poing sur le mur. Parce que ça, c'était plus tolérable. Ça masquait l'autre douleur de brûlure, de searing pain, puis je m'excuse, ça fait la première présentation en français que je fais depuis 10 ans, donc s'il y a un peu de franglais qui sort, je m'en excuse à l'avance. Et puis cette personne-là, après 6 rencontres où est-ce qu'on avait fait du travail de pleine conscience, était maintenant capable, il n'y avait pas aucune intervention médicale qui avait marché, de
d'observer les pics de douleur, sans avoir la réactivité, sans avoir la peur qui montait. Et se sentait tellement plus outillé, tellement moins envahi par la douleur. Donc, c'est un peu, c'est ça qui m'a donné un peu un impétus pour continuer à travailler là-dedans, puis regarder est-ce que ça peut marcher au niveau des patients avec qui ont le cancer, qui souffrent de douleurs neuropathiques, et parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études à ce moment-là quand on a commencé, nous, à travailler là-dedans sur le sujet. Donc, il y a différentes raisons pourquoi les patients qui sont survivants du cancer ou qui sont en traitement ont de la douleur neuropathique. Des fois, c'est la chirurgie qui engendre une douleur post-chirurgicale chronique ou une douleur fantôme. La radiation peut engendrer une neuropathie du plexus brachial, juste par exemple. La chimiothérapie peut engendrer la neuropathie périphérique chimio-induite. Puis la tumeur ou les tumeurs elles-mêmes peuvent faire des pressions sur les nerfs. Ils peuvent aussi, avec les processus inflammatoires, peuvent aussi irriter les nerfs. Puis ça peut engendrer la douleur neuropathique. Puis ça affecte environ 30 à 60% des survivants du cancer. C'est associé avec plus de symptômes de dépression que les gens qui ont le cancer et qui n'ont pas la douleur chronique. Les douleurs, plus de symptômes d'anxiété. Les troubles de sommeil sont fréquents. Chez les gens qui ont la douleur chronique, c'est estimé environ à 70% des gens. Puis bien sûr, tout ça, ça affecte la qualité de vie des gens avec qui on travaille. L'impact social est très profond. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rester au travail le plus longtemps possible, ou ils veulent réintégrer le travail s'ils ont eu un cours de traitement qui était assez efficace puis ils ont assez d'énergie pour reprendre. Mais la douleur elle-même, souvent, va les empêcher. Il y a une étude longitudinale qui a été faite en France avec plus de 2000 personnes qui étaient diagnostiquées en 2010, qui étaient encore en vie en 2015, et ils étaient tous en âge de travailler. Et 30% d'eux, 5 ans plus tard, après le diagnostic, avaient de la douleur neuropathique chronique. 18% étaient incapables d'avoir un travail quelconque, et 26% avaient dû diminuer leurs heures de travail. L'approche médicale est souvent limitée, mais encore une fois, la présentation de Marc m'a donné beaucoup d'espoir. La douleur neuropathique chronique résiste souvent aux analgésiques qui sont prescrits de façon commune. S'il y a une intervention qui est peut-être utile, comme un bloc nerveux guidé sous ultrason, elle requiert un accès à un spécialiste. Puis les risques et les effets secondaires ne sont pas toujours tolérés ou acceptables. Donc, même si un patient il y a un bloc, des fois, il y a des risques. Des fois, les médecins ne veulent pas les répéter plus qu'un certain nombre de fois. Des fois, les patients aussi ne tolèrent pas les procédures ou les interventions. Et c'est là qu'on se tourne vers d'autres approches. On sait que la douleur, c'est multifactoriel. Vous le savez déjà. Le modèle cognitivo-comportemental nous offre une façon de diviser un peu nos approches pour aider les patients à gérer la douleur. Donc, on peut regarder à nos pensées, les croyances qu'on a, les attentes qu'on a par rapport à la façon dont notre douleur va être gérée, puis nos attentes par rapport à la prévalence ou l'intensité de la douleur qu'on va vivre, notre compréhension de celle-ci. Ensuite de ça, bien sûr, il y a les facteurs physiques, des fois même la posture. J'étais juste au chevet de mon oncle, là, quelques semaines, qui était en toute fin de vie, et c'était clair que juste un petit ajustement dans sa posture pouvait amener une certaine relaxation. Donc, la posture peut avoir un impact sur la douleur. Lorsque les gens vivent la douleur chronique, peu importe dans quel stade de cancer ils se trouvent. La respiration est très importante, le niveau de tension musculaire, puis ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. On sait que la peur, la colère, la tristesse vont avoir un effet sur l'expérience de la douleur. Puis on sait, lorsque les gens sont déprimés, que la capacité du système nerveux d'inhiber la douleur, de la moduler, n'est pas aussi bonne que lorsqu'ils ne sont pas déprimés. Donc, on veut porter attention à tous ces facteurs-là. Et c'est là que la pleine conscience peut vraiment être intéressante parce que d'une façon, elle s'applique à tous ces domaines-là, la pleine conscience ou le mindfulness qu'on appelle en anglais. La pleine conscience est définie par la capacité de porter intentionnellement attention aux expériences internes qu'on vit, nos sensations
émotions, pensées, état d'esprit, ou aux expériences externes, les lumières, le son, les sensations qu'on a sur la peau, sans porter de jugement ou de valeur dans le moment présent. Puis dans cette définition-là, vous voyez la complexité et la richesse, comment riches ces pratiques-là peuvent être. C'est important de le mentionner parce que la plupart des gens qui s'intéressent à la pleine conscience vont faire un cours de 8 semaines, 2 heures par semaine, vont commencer la pratique. Mais dans certaines traditions, avant de commencer à s'appeler comme un praticien de la pleine conscience, il faut pratiquer pendant 2 ans, puis assez intensif. Puis quand je dis intensif, c'est du matin au soir. C'est vraiment se dédier à la pratique pour apprendre toutes ces applications. Mais ça, c'est pas accessible à beaucoup de gens. Donc, j'invite la réflexion à ce moment-là parce qu'on va y revenir à la fin au niveau de son application dans les soins palliatifs. La définition opérationnelle qui a été offerte par Bauer en 2006, qui a fait un travail assez extraordinaire sur son opéralisation, c'est simple, c'est la capacité d'observer, de décrire l'expérience qu'on vit sans jugement et sans réactivité et être capable d'agir consciemment. Donc, on se rappelle du monsieur avec qui on travaillait, capable maintenant d'observer, de décrire les sensations sans réactivité, sans essayer de changer son expérience du moment présent et, à travers ça, se trouver les ressources pour moduler cette expérience-là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut aiguiser nos capacités de présence. Puis là, je vais vous inviter à faire juste un petit exercice. Puis si ça ne vous tente pas, vous pouvez penser à votre épicerie, penser à vos plans de la fin de semaine. Il n'y a personne qui va le savoir. Donc, je vais vous inviter à simplement prendre un moment pour tourner votre attention vers votre respiration. Juste de vérifier. Est-ce que votre respiration est superficielle? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce que vous utilisez tous les muscles un peu autour de la cage thoracique et le diaphragme? Est-ce que votre abdomen est impliqué? Est-ce qu'il y a une pause entre l'inspiration et l'expiration? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Juste en faisant cet exercice-là pour 1 seconde, 10 secondes, même pas. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque vous avez porté attention à votre respiration? On l'a modifié. De quelle façon? En effet, et ça, souvent les gens disent, c'est juste ça, comme la pleine conscience, c'est-tu aussi simple que ça? Puis, en fait, ça commence là, la respiration est disponible à nous 24 heures sur 24. Puis, je vous invite en fait, je vais vous partager une expérience d'une de mes patientes. Une patiente qui essayait de continuer à travailler à temps plein. Financièrement, elle ne se sentait pas qu'elle pouvait prendre un retrait, sachant pas un peu c'était quoi que le futur lui allait lui amener. À travers nos discussions, cette patiente-là a dit, écoute, moi, prendre du temps pour faire ces pratiques-là, c'est pas possible. Je ne vois pas comment je pourrais le faire dans ma journée. Fait qu'on s'est dit, écoutez, 10 fois par jour, on va juste faire une respiration consciente. Puis elle a dit, OK, je peux faire ça. Et elle est revenue la semaine d'après, puis elle me dit, Patricia, je finissais mes journées ici. Elle prend sa main, je vous dis exactement comment elle fait. Je finissais mes journées ici, maintenant je finis mes journées ici. Ça, c'est la différence entre je me sens que je me noie, puis je garde ma tête au-dessus de l'eau. Elle commençait à goûter un peu aux bénéfices de ralentir un peu. Et ça a eu un effet assez profond pour elle. J'allais vous raconter un peu d'histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ici comment le programme de gestion du stress par la pleine conscience a commencé? Oui. Est-ce que je peux avoir un show of hands juste pour savoir? OK. Le programme de la gestion du stress par la pleine conscience a commencé, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, je vais raconter l'histoire. John Kabat-Zinn, c'est un homme qui avait beaucoup d'expérience avec les approches bouddhistes et il travaillait à la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts.
puis il pratiquait sur son heure de lunch. Puis à un moment donné, il y a un groupe de médecins qui sont passés, puis ils se sont mis à avoir une conversation. Et là, ils ont pensé dans la conversation, et peut-être que certains de nos patients pourraient bénéficier de certaines techniques. Fait que John, il a dit, OK, je vais bâtir un programme. Alors, il a bâti un programme avec toutes sortes de techniques, donc je vais le mentionner dans une minute. Et lorsqu'il était prêt, il a dit, envoyez-moi vos patients. Et qui il s'est ramassé avec dans son groupe, c'était tous des patients pour qui la médecine avait atteint ses limites. Il n'y en avait plus de solution. Puis ces patients-là, après 8 semaines, ou à ce moment-là, le premier cours, c'était 10 semaines. Après 10 semaines, ont rapporté des bénéfices sur leur douleur, sur leur niveau d'invalidité, sur leur fonctionnement psychosocial. Et ça l'a donné... Et la chose qu'il a très bien faite, c'est qu'il a mesuré avant, après, puis à court terme, puis à plus long terme, les effets. Et ça l'a vraiment donné de l'espoir en médecine qu'on pouvait offrir certaines choses au-delà des médicaments pour la gestion de la douleur. Donc, le programme qui est le plus utilisé, puis le plus étudié, c'est le programme de 8 semaines, réduction du stress par la pleine conscience. 8 semaines, 2 heures par semaine, puis il y a une journée complète en silence. Les gens sont introduits au fondement de la pleine conscience, reçoivent de la psychoéducation à propos du stress et ils ont plusieurs pratiques méditatives. Mais à l'intérieur de 8 semaines, il y a même une limite au nombre de pratiques méditatives qu'on peut introduire, mais ça fait une bonne fondation. Ensuite de ça, les patients sont invités à pratiquer à tous les jours. À travers ça, on encourage à travers la pratique certaines attitudes comme l'acceptation, et non la résignation ici, le lâcher-prise, la patience, la capacité d'approcher n'importe quelle situation sans idée préconçue, sans les filtres, sans les histoires antérieures. Puis ça peut être particulièrement intéressant puis utile pour les patients. Bon, si on est en hospice puis qu'il y a une certaine infirmière avec qui on a eu une interaction difficile, est-ce qu'on est capable de repartir à neuf? Ou s'il y a un certain médicament auquel on a mal réagi, puis que le médecin qu'on dit, ben moi je pense que ça pourrait peut-être une bonne idée d'essayer de le réessayer à nouveau, ou peut-être pas, mais d'être capable d'approcher l'expérience avec l'esprit du débutant. Le non-jugement, donc d'être capable de simplement voir la réalité comme elle est, sans dire que c'est bon ou mauvais, essayer de ne pas forcer les choses, puis un gros emphase sur la compassion. J'ai répertorié les études de 1980 à 1980, en 2010, puis après ça, j'ai dit, ça suffit, la courbe est évidente, c'est exponentiel. Les premières études ont été faites sur la douleur chronique, ensuite l'anxiété, ensuite la dépression. Les premières études en oncologie, il y a un petit lag, sont dans l'année 2000 avec le travail de Linda Carlson. Encore un petit lag. Et depuis ce temps-là, le nombre d'études qui a été publié croît de façon exponentielle et la qualité des études aussi augmente beaucoup. Dans une méta-analyse récente de 1285 patients, on a trouvé qu'il y avait des effets faibles sur la douleur, la dépression et la qualité de vie, mais des effets modérés au niveau de l'invalidité puis de l'anxiété. Puis en oncologie, maintenant, on a assez d'études pour commencer à faire des méta-analyses. Il y a des faibles effets sur la santé physique, mais des effets moyens sur les variables de santé mentale. Fait que tout ça nous a aiguillés vers la piste ou la question, est-ce que ça pourrait être utile pour les patients, les survivants du cancer vivant avec la douleur neuropathique chronique? Alors, on a commencé par une étude transversale. On a juste demandé aux patients de remplir certains questionnaires qui mesuraient le niveau de pleine conscience, la douleur, les réactions cognitives par rapport à la douleur, les symptômes de douleur neuropathique. Et c'était les patients à qui on a demandé de faire ça. Et voici ce qu'on a trouvé. C'est qu'il y avait un effet modérateur de la pleine conscience entre le niveau de douleur et le niveau, les pensées catastrophiques ou dramatiques à propos de la douleur. On a vu un même effet modérateur de la pratique de la pleine conscience entre le niveau de la douleur et l'invalidité. Et puis, 2 tiers des participants nous ont dit qu'ils étaient intéressés
à une approche alternative à la pharmacothérapie pour gérer leur douleur. Et c'est là que ça nous a amené à proposer une étude à la Fondation canadienne du cancer du sein, aux IRSC, pour évaluer une intervention. Puis là, j'ai un timing intéressant. OK. Fait que ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les résultats préliminaires d'une étude randomisée avec 108 survivantes du cancer du sein. Il y avait 2 groupes. Un groupe a reçu simplement l'optimisation de la pharmacothérapie, donc il rencontre un médecin, un spécialiste de la douleur, on regarde qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, s'il y a une opportunité d'optimiser, on le fait si le patient est intéressé. Et ensuite de ça, le patient attend pour avoir l'intervention, donc il est sur une liste d'attente, ou le patient a l'optimisation de la pharmacothérapie et ensuite de ça prend le programme. Et ça, c'est les mesures qu'on a regardées. Notre hypothèse principale est focusée sur l'invalidité, mais on regarde aussi l'intensité de la douleur, les symptômes de douleur neuropathique, la dépression, le stress perçu et la qualité de vie à 4 fois dans l'étude. On a 3 études secondaires. On regarde les effets aussi de l'intervention sur les fonctions cognitives, sur les biomarqueurs de stress et de fonctions immunitaires, puis des effets sur la structure du cerveau et l'activité cérébrale. J'ai choisi juste certains résultats à vous présenter aujourd'hui, puis ensuite de ça, je veux vraiment comme lier ça au niveau de l'application pour les soins palliatifs. Je veux qu'on se questionne un peu plus là-dessus. Donc, je vous présente des données sur 30 participants. On a terminé l'étude, mais j'ai juste eu le temps de faire des analyses pour ceux-ci. Donc, au niveau de l'invalidité, on voit qu'il y a un effet immédiat post-traitement sur le niveau d'invalidité qui était en accordance avec nos hypothèses et aussi un effet sur l'intensité de la douleur. J'ai ôté le graphique, mais il y avait aussi un effet sur la mémoire prospective. Puis maintenant, je vais aller, ce qui pourrait un peu s'expliquer aussi par certains changements qui arrivent au niveau du cerveau. Donc, je vous présente, moi, je ne suis pas la spécialiste en neurosciences sur l'équipe. J'ai une spécialiste qui a fait ces analyses-là. Mais ce qu'on a fait, on a plusieurs tests au niveau à travers l'imagerie par résonance fonctionnelle, la résonance magnétique fonctionnelle qu'on a fait. Puis je vais vous présenter les résultats de notre test troop, qui est assez intéressant parce que ce qu'on a fait, c'est que nos participants, merci, ont accepté d'aller dans le scanner. Ils ont un écran en phase 2 et on présente des mots, soit qui sont liés à la douleur ou des mots neutres. Puis on leur demande, ils ont 2 claviers ou 2 manettes, on leur demande d'appuyer sur une manette ou sur l'autre, dépendamment du mot qu'ils voient, ou d'inhiber cette réponse-là. Puis où est-ce que c'est intéressant, c'est de voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand les gens ont des stimulus qui sont connectés à la douleur. Et ça, c'est tous des gens qui ont la douleur neuropathique. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'après le programme, il y avait moins d'activité dans les aires somatosensorielles primaires et secondaires. Il y avait moins d'activité dans la queue du noyau caudé, puis moins d'activité dans le cortex insulaire droit. Et là, c'est là qu'on a des changements dans le cerveau au niveau où est-ce on fait le processus des émotions, la perception des émotions, la conscience de soi, la perception du corps et le contrôle inhibiteur aussi. Donc, ça nous donne un peu d'espoir qu'on peut avoir un effet qui est quand même minime, mais lorsqu'on parle de l'approche pharmacologique au niveau de la douleur chronique neuropathique, on parle environ on dit que les attentes des patients, ça devrait être environ 30% d'amélioration de leurs symptômes. Donc, même 1 point de diminution sur l'échelle d'invalidité ou 1 point de réduction sur l'échelle d'intensité de la douleur, c'est significatif au niveau clinique. Mais c'est pour ça que je fais le travail que je fais, qu'on fait le travail qu'on fait. Ça, c'est une patiente qui nous a partagé son expérience. Elle était anglophone, donc I just wanted to share with you that I continue with the mindfulness practices and daily meditations. I have been able to completely eliminate 2 medications that doctors had prescribed to control pain from nerve damage, which occurred during my cancer surgery. So now, aside from tamoxifen that I take as a cancer preventative, I'm medication-free.
I'm practicing controlling the nerve pain solely with mindfulness and meditation. Admittedly, some days this works better than others, but I can usually relate that back to times I have overexerted the nerve area. Donc, on voit être capable de commencer à réfléchir un peu, c'est quand j'ai plus d'exacerbation de ma douleur, comment est-ce que je peux changer ma façon de fonctionner de jour en jour? And thanks again for showing me an alternate pathway I could choose in life. Ça, c'est le fun quand on entend ça. On entend aussi des gens qui disent, c'est pas pour moi. Ça fonctionne pas. Puis c'est là que je me questionne beaucoup sur l'utilisation de programmes structurés. C'est bien quand on a des programmes structurés dans lesquels on peut envoyer nos patients. Ça, c'est le mardi de 2 heures à 4 heures, puis peut-être qu'à tous les jours, on peut faire une petite pratique en ligne que les patients peuvent accéder à travers leur ordinateur. Mais c'est pas personnalisé. Puis lorsqu'on est au niveau des soins palliatifs en fin de vie, il y a toutes sortes de symptômes qu'on vit qui, à mon avis, requièrent une approche vraiment personnalisée pour les techniques de pleine conscience. Et c'est là que on le voit en fait dans une étude en cours présentement. On a eu une autre subvention qui nous a permis d'étendre notre programme pour maintenant l'offrir en ligne. Puis il y a beaucoup de patients qui nous ont contactés pour l'étude dont je viens vous parler, puis ils nous ont dit, ben moi, ça fait pas 1 an que j'ai terminé mes traitements, ou moi, je suis encore en traitement. Moi, mes traitements sont pas curatifs. Donc, on a eu une subvention qui nous a permis de faire un programme en ligne pour les patients qui sont présentement traités. Et on avait mis comme caveat qu'on voulait recruter des patients qui avaient au moins une espérance de vie de 12 mois qui nous permettrait de les suivre. Mais au fur et à mesure que les patients sont venus, qui venaient, ils m'ont dit, ben, on n'est pas sûr, peut-être pas 12 mois. Et on pouvait pas les retourner, leur dire non. Fait que ce qu'on a fait, on a ouvert un bras juste observationnel. Où est-ce que les patients peuvent venir, vous voulez faire ce groupe-là, vous pouvez venir le faire, puis on vous juste demande de vous donner du feedback. Puis ce qu'on trouve, c'est qu'il y a assez d'attrition. Et ça fait du sens. Et c'est à ce moment-là que là, on est en train de développer, on a 5 modules qu'on a développés qui pourraient être auto-administrés par les patients et personnalisés aussi dans le rythme à laquelle on donne les modules, lesquels modules on choisit, puis qui pourraient être auto-administrés avec l'aide thérapeutique. Donc, c'est les questions, moi, qui me viennent en tête, en particulier la question numéro 2, c'est est-ce qu'il y a des pratiques de pleine conscience qui sont plus utiles que d'autres dans différents contextes? C'est Marc, à la fin de sa présentation, je l'ai écrit parce que c'était tellement mouvant, est-ce que le médecin peut strew the path to the tomb with flowers? Puis l'idée d'ôter la peur de la mort, on est wired, c'est quoi en français? On est programmé pour avoir peur. C'est ça. Mais c'est intéressant que dans les pratiques de pleine conscience, on n'en parle pas dans les programmes structurés, mais dans la pratique de la pleine conscience, il y a des pratiques sur la préparation à la mort. Il y a des pratiques sur méditer, sur les différentes structures du corps et des laisser aller. Stephen Levin, ici, dans A Gradual Awakening, il y a une méditation complète qui peut être lue par un aidant naturel au chevet d'une personne qui est en train de mourir et parle justement de toutes ces structures-là puis de favoriser ce laisser-aller. Et ces pratiques-là, comment est-ce qu'on peut les étudier vraiment? Et j'ai pas encore les réponses à ces questions-là, puis je pense que moi, je travaille pas souvent avec des patients en fin de vie. Vous les avez devant vous, beaucoup plus souvent, à tous les jours. Et je pense qu'il y a des pistes intéressantes qui pourraient être explorées là-dedans. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent déjà, en fait, ces techniques-là, mais qu'on n'en parle peut-être pas. Là, j'ai un autre lag sur ma présentation. Désolée.
Un autre point important à réfléchir, c'est quoi les effets potentiellement néfastes de la pratique de la pleine conscience. Puis maintenant, on porte attention à ça. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à pratiquer la méditation, commencent à se sentir plus anxieux. Je vois les parallèles avec la présentation de Marc aussi. C'est comme le THC ou les cannabis peut être utilisé pour diminuer l'anxiété, mais des fois, ça crée l'anxiété. Mais la pleine conscience peut faire ça aussi. Ça peut diminuer l'anxiété, mais aussi ça peut créer l'anxiété. Qu'est-ce qui fait que la personne se sent anxieuse? Parce que des fois, lorsqu'on pratique la pleine conscience, ce qui arrive, c'est de remettre en question aussi c'est qui le soi. C'est quoi être? Qui je suis? Lorsque je strip away, si j'ôte toutes les personnalités que j'ai, tous les rôles que j'ai dans ma vie, qu'est-ce qui reste? Et de venir plus en contact avec l'être au lieu de l'action ou le doing, le being versus doing. Mais ça, des fois, ça peut générer de l'anxiété. Donc, c'est quoi les structures qu'on doit mettre en place pour aider les personnes lorsqu'ils font cette exploration-là? Puis ensuite de ça, en fait, j'ai déjà touché à ces points-là, mais est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être plus prédisposées à mieux répondre que d'autres à certaines approches de pleine conscience ou chez certaines personnes, ça devrait être complètement évité? Je vous ai invité, par exemple, un petit peu plus tôt, à porter attention sur votre respiration. Bien, les personnes qui ont de la sensation de shortness of breath, bien, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est de faire le focus là-dessus. Au niveau de la douleur, des fois, au lieu de porter attention à l'intérieur du corps, on va porter attention sur les sons, les lumières, ce qui est vu. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est le centre ou le fondement de la pratique de la pleine conscience? C'est d'être capable, même pour un bref instant, de changer la relation qu'on a avec notre douleur, avec la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, d'être capable d'avoir une différente relation avec elle. Même un court instant, ça peut changer l'expérience. Ça peut nous encourager, nous mettre en contact avec un peu la richesse qui est en dessous de ça. Et ça donne un petit peu plus d'espace pour choisir d'autres façons de réagir, même quand on ne sait pas comment réagir. Fait que là-dessus, bien, je vais ouvrir peut-être la porte pour des questions, puis remercier encore une fois mon équipe et tous les participants dans notre étude. Merci beaucoup.